Bonjour et bienvenue dans le studio du groupe Nice Matin. Alors nous allons évoquer aujourd'hui les liens entre santé mentale et troubles sensoriels et nous avons réuni pour cela plusieurs invités, experts, que je vous présenterai très rapidement. Mais juste avant, je vais quand même passer la parole à Jean-Michel Salat, directeur de région Nice d'Audition Conseil, administrateur de la Fondation UCA, Unité Côte d'Azur. Alors vous êtes un spécialiste bien sûr reconnu de l'audition. Pourquoi vous investir dans le champ de la santé mentale ? Bonjour Nancy, bonjour à tous. Effectivement, le credo chez Audition Conseil, c'est de positionner le patient au centre de tout. Et de tout, c'est de toute notre réflexion, de toutes nos actions et de toute notre attention. Donc en fait, pour pouvoir faire ça, il faut une vision et une approche qui est holistique et du sujet, et on ne peut pas réduire le patient malentendant uniquement à sa perte d'audition, mais on doit absolument le considérer dans son ensemble, et notamment dans l'ensemble de la perte de ses sens et les conséquences associées. C'est pour ça que depuis quelques années, et avec vous Nancy, on monte des émissions, et des émissions qui sont reliées à des thèmes autour de l'audition, la cognition, mais aussi les pertes de goût, les pertes de l'odorat et les réhabilitations, l'audition et des sujets majeurs comme la pédiatrie notamment. Et il m'a semblé très pertinent d'aller un peu en amont et d'aller un peu plus loin aujourd'hui sur finalement, in fine, les conséquences de ces pertes de sens sur le bien-être de l'individu au sens large. On va largement y revenir, c'est très important. Voilà, donc en fait l'idée elle est là, et puis on s'est associé très rapidement, et l'idée était très bonne, de s'associer à la journée mondiale, ou la semaine mondiale de la santé mentale, de l'OMS. À travers ça, ce que je voulais qu'on discute et qu'on débatte aujourd'hui, en tout cas pour une vision grand public, c'est finalement un sujet dans le sujet. C'est la santé mentale, c'est un sujet qui est tellement vaste. Donc l'idée était d'aller entouré de spécialistes, de voir tout ce qui était bien-être mental de nos aînés. Mais en fait, surtout ces quelques mots, c'est pour dire que Audition Conseil a toujours été animée par une vision et une approche holistique dans la prise en charge du patient malentendant. Merci, très belle introduction. Et vous avez dit à 2 reprises holistique, je crois que ça va être un terme qui va être largement repris. Vous allez écouter avec beaucoup d'attention, j'imagine, ce qui va être dit et débattu, parce qu'effectivement, on est au cœur du sujet, sa complexité. Et je rappelle, donc c'est vous qui êtes à l'initiative de cette table ronde, et on vous en remercie tous. Alors je vais faire un petit tour de table pour vous présenter. Nicolas Guevara, professeur des universités, chirurgien ORL à l'Institut universitaire de la face et du cou et au CHU de Nice, puisqu'ils sont associés. Alors, je vais essayer de ne pas écorcher votre nom. Anne-Julie Vaillant-Sizevich. Parfait. C'est bien, Sizevix peut-être. Sizevix, c'est parfait. Docteur en psychologie, spécialiste surtout en gérontopsychologie. On va beaucoup parler donc de ça. Vous êtes toutes désignées. Vous travaillez également au CHU de Nice. On passe au professeur Olivier Guérin, qui regarde ses voisines, mais on va commencer par lui, on va être un peu mal élevé. Vous m'avez surpris. Le professeur Olivier Guérin, qui est un gériatre effectivement d'extrême grande renommée et qui est actuellement président du Conseil national professionnel de gériatrie. Vous exercez aussi au CHU de Nice. Et Aline David, nous sommes ravis aussi de recevoir sur le plateau pour la première fois, et qui dirige donc l'hôpital privé gériatrique Les Sources, une structure quasi unique en France d'ailleurs, puisque réclamée par beaucoup, mais ce serait un autre sujet, mais en tout cas des structures dont on sait toute utilité. On va commencer par vous, professeur Guevara, puisqu'on parle de troubles sensoriels. C'est vrai que c'est un vaste mot. On pense aux sens les plus communs, l'audition, la vue, le goût. En fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et de quoi parle-t-on quand on parle de troubles sensoriels ? Et tout d'abord, merci Nancy, merci Jean-Michel de nous avoir réunis pour un sujet aussi intéressant et puis qui me tient à cœur, notamment les troubles sensoriels, puisque étant professeur d'ORL, on a quand même en ORL 3 sens sur les 5 communs, oui. Bien sûr, l'ouïe, puis l'olfaction et le goût. Mais on va revenir effectivement sur les autres sens
Et on va aller un peu plus loin, puisqu'en plus de ces 5 sens primaires, il y a d'autres sens importants, dont certains en ORL qui sont les troubles de l'équilibre également, et on pourra en dire un mot, parce que dans le vieillissement, c'est important aussi dans la perte d'autonomie. Mais la sensorialité, c'est majeur. De toute façon, la sensorialité, ça vous accompagne tout au long de la vie, puisqu'on commence à avoir des sens dans le ventre de sa maman, et on sait qu'un fœtus entend à l'âge de 4 mois, il commence à développer son système auditif, même aux alentours des 2 mois, 3 mois, il y a 4 mois, il l'entend. Wow. Et puis dans le ventre de sa maman aussi, on a les odeurs, on a le toucher, on a de la proprioception. Et donc on voit bien que l'individu se construit au travers de la sensorialité. C'est notre contact à l'extérieur, la sensorialité. Et donc c'est majeur tout au long de sa vie, ce qui va vous permettre d'avoir des échanges, notamment des relations sociales, et pas que. Et finalement, à tous les âges de la vie, on peut avoir des troubles sensoriels. Certains peuvent être corrigés, d'autres plus difficilement. Et donc, on va essayer de voir ce soir, en discutant avec un peu tout le monde, à quel moment il faut dépister ces troubles, les corriger. Et pourquoi les corriger? Parce qu'on sait que certains troubles sensoriels vont avoir des conséquences assez importantes, au-delà du mal-être. Oui, c'est pas du juste mal-être, bien-être. Exactement. On peut se retrouver quasiment dans la pathologie. Mais on sait pourquoi il y a des liens aussi étroits avec l'humeur. Oui, si vous voulez, en fait, on peut prendre quelques exemples. Dès que vous avez une stimulation sensorielle, un flux sensoriel qui arrive, ça peut être un flux agréable ou un flux désagréable. On sait qu'il y a des musiques apaisantes, des musiques qui sont faites pour la méditation. D'autres, au contraire, et certains le cherchent d'ailleurs, dans des rave parties, d'avoir des boum boum boum, avec d'ailleurs aussi des flashs visuels. Certains même prennent une hyperstimulation, quitte à prendre certains produits voilà, non autorisés. C'est pas le sujet, mais c'est pour dire qu'effectivement, ceux qui veulent chercher de la stimulation sensorielle, c'est pour en tirer un bénéfice. Alors, ces stimulations sensorielles, parfois, elles sont déficientes. Oui, c'est ça, voilà. C'est le déclin. C'est le déclin. Mais parfois, il n'y a pas juste une perte de la fonction. Il y a une altération de la fonction, et ça peut être aussi très désagréable. Je pense aux acouphènes dans la baisse d'audition. Et on sait que ça peut être un sujet majeur et qui peut amener parfois même au suicide chez certaines personnes. Suicide. Et puis, on le sait, dans l'olfaction, il y a la perte de l'odorat qui peut être aussi terrible parce qu'on ne sent plus ses aliments et on a donc moins faim et l'anorexie, puis finalement de la dépression et on sait bien l'enchaînement qui peut se produire. Mais parfois, on a aussi des odeurs désagréables. Une odeur, on sent la rose, puis en fait, la rose, ça va être plutôt d'une odeur très désagréable. C'est la cacosmie, les odeurs qui ressemblent. Et ça, dont on a beaucoup parlé au moment du Covid, d'ailleurs. Exactement. Et juste peut-être une question annexe, est-ce que les personnes qui en souffraient ont retrouvé depuis... Certaines récupèrent, pas tout le monde. Pas tout le monde. Par contre, on a montré qu'il fallait quand même faire de la rééducation, une rééducation très spécifique pour pouvoir essayer de se donner le maximum de chances de récupération. D'accord. Alors, une population est particulièrement touchée, bien évidemment, par le déclin. Quand il s'agit de déclin simple, c'est la population la plus âgée qui est surreprésentée parmi ces populations qui souffrent de troubles sensoriels. Et j'ai envie de me tourner vers Olivier Guérin. Vous êtes très sensible aux questions du vieillissement, je dirais plus que sensible, vous êtes un acteur de premier plan. Nous dire peut-être aujourd'hui ce que représente justement le vieillissement aujourd'hui et avec tous les défis qu'il lance à la société. Oui, vous avez fait très bien le lien avec ce que disait Nicolas Guevara. La sensorialité, les sensorialités finalement, ce sont des fonctions extrêmement importantes pour tout être humain, puisque ce sont les interfaces avec le monde extérieur. Donc c'est vital dans la vie sociale, et nous sommes une espèce sociale. Et à côté de ça, on sait que le vieillissement entraîne une altération des fonctionnalités en général et des fonctionnalités sensorielles peut-être en particulier. Et quand on voit le défi qui est face à nous, on va vivre dans les 20-30 ans qui viennent, le deuxième morceau, l'aboutissement de la transition démographique de l'humanité, si on sort juste le bloc de l'Afrique subsaharienne, le reste du monde va vivre un vieillissement très important qui est en fait issu du fait que les générations juste après la Deuxième Guerre mondiale étaient très nombreuses, alors qu'elles le sont de moins en moins. Alors c'est étalé dans le temps, mais on va dire dans la plupart des pays du monde. Et que finalement, on arrive là, aux âges les plus avancés de ces générations nées dans l'après-guerre. Aujourd'hui, l'OMS a rappelé que le bloc européen venait de basculer, puisque les plus de 65 ans sont désormais plus nombreux dans le bloc européen que les moins de 15 ans. Et que ça va concerner quasiment le monde entier dans les 40 ans qui viennent. Alors nous, on est un peu plus précoce que le reste du monde, mais c'est bien un sujet mondial. Oui. C'est pour ça que c'est autant important pour l'OMS et pour l'ONU.
Donc une surreprésentation de ces populations âgées, on pourrait dire c'est pas si grave, sauf que ça s'accompagne, et là on revient d'un déclin, c'est ça qui pose problème, parce que j'ai envie de dire, si on vieillit bien, il n'y a pas de souci. Combien représente à peu près la population qui malheureusement vieillit mal du fait, alors plusieurs facteurs, hein, et on y reviendra, mais notamment associés à ces troubles de la sensorialité. Est-ce qu'on sait malheureusement combien sont confrontés à ces troubles parmi cette population qui... Alors, pour la baisse d'audition, je crois qu'on a un grand spécialiste, donc je laisserai Nicolas répondre. Sur l'ensemble de la population âgée, au-delà de 80 ans, ça devient, je dirais, presque exceptionnel de ne pas avoir au moins une maladie chronique. C'est les 2/3 des plus de 80 ans qui ont au moins une maladie chronique dans le monde. Donc c'est très fréquent, une maladie chronique. Donc évidemment, c'est pas pour ça qu'il ne faut pas vieillir, parce que je rappelle que la seule alternative au vieillissement est puis on a tous envie de vivre le plus longtemps possible. Assez peu agréable. Donc évidemment, on a une chance énorme de vivre ce moment-là, nous Bien tous sûr. Ici collectivement. Mais ça pose des questions qui sont liées à la vulnérabilité du fait de l'avancée en âge, et donc des devoirs que ça impose aussi à l'organisation de toute la société, de mon point de vue, mais nous concernant du système de santé, pour répondre à l'augmentation de ces besoins de santé. Donc on est à un moment où on doit structurer notre capacité de prise en soin globale, donc le soin curatif, mais aussi le soin fonctionnel, et puis la prévention dont on parlera, évidemment, parce que le sujet qu'évoquait Jean-Michel est un sujet aussi très intégré dans les approches préventives qui deviennent absolument vitales et nécessaires, et aussi organiser notre capacité de réponse curative. Voilà. C'est un vrai défi. Est-ce qu'on s'attend à une augmentation aussi de la proportion de population en perte d'autonomie? Est-ce que cette progression va aussi s'accompagner dans les études prospectives qu'on a d'une augmentation de la population en perte d'autonomie, ou je dirais si rien n'est fait? Si rien n'est fait de plus que maintenant, oui, nous allons augmenter la proportion de nos concitoyens en perte d'autonomie et puis après en dépendance et grande dépendance. Pourquoi ? Parce que la perte d'autonomie, ça ne tombe pas du ciel. Bien sûr. C'est lié à la mauvaise anticipation, au sous-diagnostic et à la mauvaise gestion des pathologies chroniques tout le long de la vie, notamment et principalement. Ce n'est pas décorrélé de la maladie, la perte d'autonomie. Donc évidemment, on voit l'importance du système de santé, mais aussi l'importance avant de la prévention, donc finalement de la capacité de chacun d'entre nous de comprendre ces sujets de santé et d'autonomie, puisqu'on va tous vivre longtemps. Donc c'est une responsabilité individuelle et une responsabilité collective de la capacité de prise en charge. Mais on a vraiment un continuum. Les politiques européennes, devant ce grand défi, misent beaucoup sur ce qu'on appelle la promotion de la santé. Et donc ça commencera dès l'école maternelle. Bien sûr. On est bien d'accord. Mais on en parle depuis longtemps et c'est vrai qu'on a du mal à passer à l'acte, j'ai envie de dire, depuis quelque temps. Vous avez évoqué la maladie en général, la composante, et je me tourne vers Anne-Julie Vaillant, la composante psychologique est majeure, et on sait aussi, malheureusement, que tout ça, tout ce qu'on a évoqué, est associé aussi à des troubles de l'humeur, à des troubles de l'anxiété. Là aussi, bon, c'est pas très gai, mais la deuxième partie sera beaucoup plus positive peut-être, mais aujourd'hui, si on fait un état des lieux, malheureusement, la population la plus âgée n'est pas non plus en très bonne santé psychique. Vous le confirmez? Oui, alors comme vous dites, on fera un petit topo plus positif après, parce que sinon on va peut-être inquiéter les gens. On va être... Et ça, c'est problématique. Alors déjà, ce qui est important, c'est de bien différencier la santé mentale que vous évoquiez en introduction, et ensuite les troubles psychologiques, comme la dépression, l'anxiété et l'isolement. En effet, la population âgée souffre également de ces troubles-là, au même titre que la population générale. Et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que la crise sanitaire Covid, le confinement, a aussi accentué ces troubles-là. On a de plus en plus de personnes âgées qui se retrouvent isolées et qui souffrent d'un sentiment de solitude. Ce que je voulais dire également, c'est que la santé mentale, c'est vraiment quelque chose qui va nous évoquer en fait un état de bien-être psychologique qui va nous permettre d'avoir une vie construite, productive. Elle va dépendre évidemment d'un contexte dans lequel on est, mais également des événements du passé, des événements qu'on a vécus.
Donc, en fonction de cela, on va avoir plus de chances, en fait, d'aller vers la pathologie ou, au contraire, d'avoir des ressources pour éviter la dépression ou l'anxiété. Oui, c'est ça. Et d'où le travail aussi, on reviendra sur ces ressources, hein, parce qu'il y a des ressources et une manière de redonner un peu du sens à ces personnes qui se retrouvent un petit peu en retrait. Je passe un petit peu la parole à David. Donc, vous dirigez un des rares hôpitaux gériatriques en France. Vous avez des populations souvent qui séjournent parfois aussi très longtemps chez vous, hein, ou qui, effectivement, soit c'est des troubles aigus, et là vous avez des structures d'hospitalisation, et des structures plus longues. On sait que l'hôpital est un facteur, malheureusement, de glissement chez les personnes âgées, hein, qui, d'ailleurs, on va essayer de prévenir le plus possible, mais ce n'est pas toujours possible. Comment vous, qui êtes vraiment en première ligne auprès de cette population, qu'est-ce qui vous semble important à dire, à faire pour ces populations ? Alors effectivement, donc on a un établissement public de santé, privé de santé, gériatrique, avec à peu près 5000 admissions de personnes âgées donc par an. Donc on est un acteur principal, majeur sur le territoire. Et je pense que la première action, c'est de sensibiliser tous nos professionnels au repérage de signes, effectivement, de glissement, de déclin, en étant très à l'écoute et en essayant d'accompagner au maximum dans le cadre de cette rupture qui se fait soit en hospitalisation, donc qui est plutôt sur du court terme, mais qui n'empêche est accompagné de la maladie si on est en court séjour, soit sur du déclin physique sur du plus long terme comme l'USLD. Et là aussi, on est en rupture du domicile, on est en rupture de sa vie d'avant. Et donc, on est au cœur de comment on peut rassurer, comment on peut les mettre en confiance dès le départ pour que ce soit le moins difficile possible, en fait. D'accord. Et quand vous dites sensibiliser au repérage du déclin, c'est difficile à percevoir cette... C'est difficile dans le sens où souvent on associe la vieillesse au déclin. Donc on se dit c'est une fatalité. Il est âgé, donc il est un peu déprimé, donc il entend moins bien. Donc on ne fait pas très attention en fait. On banalise d'une certaine manière. On banalise complètement. Vous avez envie de réagir, Nicolas ? Tout à fait, parce que la population est vieillissante et même dans nos consultations classiques, sans parler d'hôpitaux gériatriques, on est face à des personnes vieillissantes qui parfois masquent leurs troubles pendant des années. Pourquoi ? Parce que si vous voulez, quand la perte du sens vient progressivement, on s'y adapte déjà. On a l'impression que c'est naturel, on s'y adapte. Et d'ailleurs, c'est ce qui est problématique. Puisqu'en s'adaptant, on va mettre en place des façons de fonctionner, notamment au niveau cérébral, qui vont peut-être aggraver... Ah bon ? Oui, ça s'appelle la charge cognitive. Comment vous définissez ça ? C'est qu'il faut qu'on s'installe. Non, c'est très intéressant. C'est très si vous intéressant. voulez, quel est le lien entre surdité et, puisqu'on parle de santé mentale, démence, troubles cognitifs ? En fait, c'est assez obscur, mais il y a plusieurs éléments qui ont l'air de ressortir pour expliquer le lien entre une surdité chronique et des troubles cognitifs. Un de ces éléments, c'est ce qu'on appelle la charge cognitive. Quelqu'un qui va avoir un déficit auditif, finalement, qui n'est pas corrigé, qui n'est pas traité, va, pour pouvoir participer quand même dans les conversations, forcer en essayant d'avoir de la lecture labiale, en se concentrant sur ce que va dire l'interlocuteur. Et finalement, toutes ces ressources cognitives, cérébrales, vont être utilisées pour la compréhension pure et simple du message sonore. Et toutes les autres parties du cerveau qui seraient là, notamment pour des critères de jugement, pour l'analyse de la situation, ils vont être mis au repos. Et ça, c'est un des éléments qui peut expliquer... On pensait qu'au contraire, ça allait stimuler, c'était bien, parce que ça mobilisait de l'attention, mais vous dites qu'en fait, qu'au final... C'est le contraire. Il faut faciliter le travail du cerveau pour l'écoute et pour l'audition. D'accord. Et c'est pour ça que l'appareil auditif, on en reviendra peut-être, est important dans cette prise en charge. Anne-Julie a envie de réagir. Oui, non, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, mais je voudrais aussi souligner que bien souvent, la personne âgée va aussi s'appuyer sur son aidant.
en fait, lors des Tout à fait. consultations. Elle ne Tout va à pas fait. forcément parler du trouble, etc. Et l'aidant va avoir une place un peu de compenser quelque part le trouble. C'est quelque chose qu'on observe assez fréquemment. Il est aussi un facteur de compensation Oui. du trouble qui fait partie de ces, Parce que ces la mécanismes. deuxième explication, en plus de la charge cognitive, c'est le fait que puisqu'on entend moins bien, on va rater de la conversation, on va s'appuyer sur un aidant ou sur d'autres personnes, et finalement, on va petit à petit s'isoler, se mettre en retrait. Et c'est le début, effectivement, du syndrome de glissement qui va se faire avec des états anxieux, dépressifs, une mauvaise nutrition, une anorexie, des troubles musculaires, et au final, si pour peu qu'il y ait un vieillissement sensoriel également de l'équilibre, on en a parlé, Bien puisque sûr. l'oreille c'est l'audition mais c'est aussi l'équilibre, un risque de chute, et on sait très bien que chez la personne âgée, une chute, ça peut être gravissime. Jean-Michel, D'ailleurs, oui. deux points pour rebondir Oui. sur ce que disait Nicolas. C'est effectivement la problématique de la charge cognitive, c'est qu'elle est inconsciente chez l'individu. C'est un réflexe, enfin, C'est ça. peut-être, c'est pas au sens littéral du terme, mais en tout cas, la personne glisse sans s'en apercevoir du tout. Mais pourquoi? Parce qu'elle banalise. Parce que vous Non, disiez, parce que elle masque, non, mais parce elle qu'elle banalise. elle est en lutte, en fait. C'est une faculté d'adaptation, de résilience de l'individu par rapport à sa famille, par rapport à son milieu socio-professionnel ou autre, qui fait que de toute façon, s'il ne s'adapte pas, il y a une perte de vie sociale, une perte de lien, en fait. Puis j'aimerais aussi parler de l'aidant aussi, parce que finalement, on y est extrêmement confronté, mais très souvent, le point de rupture, c'est l'aidant. En tout cas, dans notre cas, dans la réhabilitation auditive, c'est-à-dire que l'aidant, à un moment donné, ne veut plus aider l'autre. Et c'est là Il qu'il dit- vous amène Exactement. son parent Exactement, ou son... exactement. Alors, ça peut D'accord. être les enfants, les aidants, qui en ont marre, complètement, ils sont excédés, Aidé. mais ils les ont aidés pendant pas mal de temps. Et l'aidant, ça peut être aussi le mari ou la femme, justement, et qui est à peu près elle-même dans le même état d'esprit et le même état cognitif ou de déficit neurosensoriel, mais qui, elle, en a pris conscience à travers l'autre. Mais Et pourquoi c'est elle très n'a pas impressionnant. alerté plus tôt? Pourquoi on attend tant de temps? Pourquoi ce glissement, pour reprendre ce terme? Olivier, vous vouliez réagir, peut-être pas répondre à cette question, mais déjà réagir à ce qui a été dit, c'est ça? Alors réagir et répondre peut-être à cette question aussi. Ce qui a été décrit, c'est et ce lien notamment entre l'audition, la baisse de ce sens fondamental dans la vie sociale et l'impact sur les pathologies neuroévolutives, il est maintenant montré. Et donc c'est très important qu'on rentre dans des stratégies de dépistage et d'appareillage, puisqu'on sait faire, on sait restaurer ce sens. Et bien se rappeler aussi que les pathologies neuroévolutives, la plus connue, c'est la maladie d'Alzheimer. On met souvent beaucoup de choses derrière ce mot-là, mais ce sont des syndromes apparentés. Parlons d'Alzheimer, c'est la première cause de dépendance. C'est le premier motif d'entrée en EHPAD. Donc c'est vraiment très important, puisqu'on connaît ce lien et qu'on peut jouer dessus, de ne pas passer à côté. L'autre élément, c'est que tout ce qu'on dit là, finalement, moi, ça me met très en colère sur la vision de la société sur le vieillissement. Parce que quand on dit, oui, finalement, on banalise les patients ou les sujets, ils ne sont pas toujours patients, ils ne sont pas malades. Banalisent, c'est parce qu'on a aussi une difficulté fondamentale qu'on a intérêt à résoudre, vu le nombre de personnes âgées qu'il va y avoir dans les 20 à 30 ans qui viennent. Bien sûr. C'est leur place et l'image qu'on leur donne et que du coup, ils ont eux-mêmes du vieillissement. Oui. Parce que si on avait une image positive, si on avait des politiques d'inclusion vraiment dans la vie sociale de tous les pays et du nôtre en particulier, des personnes âgées et des personnes vieillissantes, ça serait très différent parce qu'on ne banaliserait pas. Ils ne banaliseraient pas eux-mêmes leurs troubles. Ils auraient davantage envie de se retrouver à ces âges parce qu'on en sait situation on sait faire des tas de choses pour éviter les effets de l'âge sur les fonctions en général, et les fonctions sensorielles en particulier, et la fonction auditive encore plus en particulier. On sait faire des tas de choses. Mais si, dans l'éther de la nation, c'est normal de s'abîmer avec l'âge, et c'est normal aussi de pousser un peu les personnes âgées sur le côté, parce que finalement, vu qu'elles sont déficientes,
elles ne servent plus à Bien sûr. grand-chose. Mais c'est nous qui décidons Et de ça. surtout, on va se C'est nous retrouver, qui nous, dans décidons cette de ça, situation. collectivement. Est-ce que vous remarquez qu'ils arrivent très tardivement? Alors, on a des spécialistes de l'audition. Est-ce qu'on estime aujourd'hui, en dépit des efforts qui ont été conduits, on peut parler du 100% santé, etc., il reste un grand retard dans la... Oui, mais de je moins dirais, en dans le moins. repère. Pardon? De moins en moins, grâce au 100% santé. ça, Mais on pour est en- rebondir sur ce que vient de dire Olivier Guérin, c'est vrai que la démence, c'est un véritable problème de santé publique qui va s'accélérer. Et les chiffres de l'OMS de 2020, 50 millions de personnes ont une démence dans le monde pour un coût de 820 milliards de dollars. Et donc c'est vrai que les pouvoirs publics, Olivier était bien au courant de tout ça, ont pris le dossier à bras-le-corps en se disant finalement c'est un problème de santé publique et on va jouer comment? En permettant que le remboursement des prothèses auditives soit meilleur. Puisque des études ont montré que si on investit $1 dans la prise en charge de l'audition, notamment des appareils, on va faire des économies de $37 à l'opposé, puisqu'on aura des coûts en moins pour traiter des démences, etc. Et pourquoi on centre notre débat là sur l'audition? C'est pas juste parce que c'est Jean-Michel Salah qui nous a... Non, on devait parler de tous les sens. Non, mais il y a une raison quand même. Oui, il y a quand même une raison. Il y a quand même une raison. C'est les recherches scientifiques. C'est les recherches scientifiques qui ont montré que, si vous voulez, je parle sous le couvert d'Olivier Guérin, mais que dans les démences, il y a des facteurs qui sont innés, familiaux, etc. On n'y peut rien. Et puis il y a des facteurs modifiables, des facteurs de risque de développer une démence. Et dans ces facteurs de risque modifiables, on a à peu près 40%, on a 60% qui ne sont pas modifiables, dans ces 40% de facteurs de risque, le facteur de risque le plus important, c'est les troubles auditifs. On sait que les troubles auditifs, c'est 8% des facteurs de risque de démence. Par exemple, l'obésité, l'hypertension, c'est 2%. L'alcool, le manque d'activité physique, c'est 1%. Donc vous voyez, c'est dans les sens, dans la sensorialité, c'est l'audition qui domine. C'est des chiffres énormes si on les place en perspective. C'est-à-dire que sur ces 40%, on en parle tout le temps pour le cancer, mais là, sur ces maladies, malheureusement, qui constituent un fléau et de plus en plus grand, à travers vos chiffres, ce qu'on entend, pratiquement un cas sur deux pourrait être évité si on mobilisait toutes les ressources. Alors vous disiez, l'audition en fait partie, même si ce n'est pas qu'elle, mais si on mobilisait des moyens suffisants, et j'ai envie de dire, est-ce que ces débuts de 100% santé sur l'audition peut laisser augurer de lendemains un peu plus heureux, ou il faut aller beaucoup plus loin? Il y a aussi l'image de la personne âgée, on voit que c'est... Oui, Anne-Julie acquiesce. Oui. Oui, non, je voulais juste rebondir sur quelque chose d'intéressant, sur ce que disait Olivier, sur la place de la société là-dedans. C'est quelque chose qui est très étudié en fait en psychologie sociale, qui s'appelle les stéréotypes. Il est vrai que ce qui est intéressant, c'est qu'on a tous des stéréotypes sur divers sujets. Le vieillissement, malheureusement, en fait partie. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que les personnes âgées elles-mêmes vont intégrer en fait quelque part ces stéréotypes. Donc il y a ce travail à faire. Et puis pour rebondir sur ce que vous disiez juste à l'instant aussi, le repérage aussi sur le plan psychologique. Parce que évidemment, c'est hyper important de faire du repérage, du dépistage, de la prévention, de la promotion de la santé, mais je trouve quand même, il y a quand même quelque chose qui pêche un petit peu, c'est le repérage des troubles psychologiques. On dit qu'ils sont très sous-évalués. Les troubles anxieux, les dépressions chez la personne âgée sont très très sous-évalués, et notamment dans les EHPAD. Aline David, vous, est-ce que, j'ai envie de vous poser une question, est-ce que vous souffrez de la même stigmatisation en tant que directrice d'un hôpital gériatrique que des personnes âgées elles-mêmes? Quand vous dites je dirige un hôpital privé gériatrique, est-ce que c'est pas aussi noble que de faire de la neurochirurgie ou d'avoir un service? Non, soyons honnêtes. Ça, c'est sûr. Là, je vous confirme. Vous le confirmez, les professionnels eux-mêmes? Bien sûr, bien sûr. On le voit pour tous les soignants, enfin tout confondu, tous les professionnels qui travaillent en gériatrie, ça a toujours été le parent pauvre, même dans les centres hospitaliers, les CHU, les unités de gériatrie, c'était pas la discipline qui était la plus reconnue et louable au sein de la profession. Donc oui, bien sûr qu'on le vit. C'est pas fun d'être dans la gériatrie. Et ça explique un peu les problèmes de recrutement aussi dans ces populations. C'est un autre sujet, mais on a besoin là pour réagir. Alors moi, ce qui me frappe, parce que j'anime quand même des débats depuis longtemps, et sur ces thèmes, la prévention, on en parle, on en reparle sans cesse, et ça continue d'être un pourcentage négligeable des dépenses, 1-2%. Alors qu'avec vous, en vous écoutant tous, que ce soit au niveau psychologie, au niveau réhabilitation, etc., on se rend compte des enjeux.
Alors, vous qui chuchotez à l'oreille des ministres, Olivier Guérin, vous n'arrivez pas à vous faire entendre? C'est peut-être parce que c'est peut-être de chuchoter le problème, parce que n'étant pas, ils ne sont pas appareillés, donc probablement le chuchotement, ils ne doivent pas bien l'entendre. C'est incroyable. On a pris. Alors là, pour le coup, c'est pas que la France, hein, c'est globalement l'arc latin qui a pris un retard par rapport au reste du monde, et le monde ayant pris du retard globalement sur le sujet de la prévention. Tout simplement pourquoi ? Parce que finalement, le business model aussi du système de santé, pour parler de son modèle d'affaires, c'est qu'il y ait des gens malades qui soient soignés. Attention, les complotistes vont vous tomber dessus en vous disant en fait, on nous rend malades pour enrichir. On ne rend pas malade exprès. On ne rend pas malade. Mais ça fait vivre. La santé fait vivre. Qui fait qu'on a besoin d'une réponse du système de santé. Et c'est pour ça que c'est probablement, la bascule est maintenant, dans à peu près tous les pays du monde, sur le fait de mettre un coup de boost, un accélérateur énorme sur les approches préventives. Pourquoi ? Et parce que justement, il n'y a plus la réponse. Parce que les systèmes de santé sont en train de s'effriter très fortement. Tous nos concitoyens le constatent tous les jours quand ils essaient de prendre un rendez-vous, ou que ce soit avec un professionnel de santé, toute profession compris. Et c'est un vrai problème. C'est-à-dire que l'augmentation des besoins dont je parlais tout à l'heure, notamment liée, pas que, mais notamment liée au vieillissement de la population, avec une raréfaction à côté de ça des gens pour s'en occuper, fait que la réponse, notamment la réponse curative, va être, et l'OMS le dit très bien, durablement affaiblie. Au moins pour les 15 années qui viennent. Il n'y aura plus de médecins à mettre en face des patients. Médecins, infirmiers, soignants, métiers du lien aussi, c'est-à-dire les métiers du domicile, les métiers du lien, les métiers médico-sociaux, les métiers de l'accompagnement. Donc on a une difficulté à surmonter, et un des éléments pour la surmonter, c'est de tout miser sur la prévention. Parce que finalement, si on garde nos concitoyens le plus longtemps possible en bonne santé, on a moins besoin de la réponse curative. Bien sûr. Je vous ai dit tout à l'heure que si on est en bonne santé, on recule aussi la perte d'autonomie. Bien sûr. Donc on a moins besoin, ou plus tard, des métiers dits du lien, de l'aide à la personne. Et donc on décale, et donc on réduit le temps de la nécessité. Et de fait, on préserve de la ressource aussi. Donc on a vraiment un sujet essentiel, c'est qu'avant finalement, faire de la prévention, tous les uns et les autres, on était là à se dire, ah ouais, ça serait quand même mieux de faire un peu de prévention plutôt d'être malade. Mais on savait que si on était malade, on allait être guéri, pour faire court. Cette équation-là, qui était valable la décennie précédente, elle n'est plus valable aujourd'hui. Elle n'est plus, et elle va l'être de moins en moins. Il faut que les citoyens comprennent aussi. Comprendre. Et que ce n'est pas un sujet du gouvernement français, ce n'est pas même un sujet des gouvernements mondiaux, c'est qu'il n'y a même plus les gens pour faire ces métiers d'engagement. On ne sait pas trop pourquoi. Bien sûr. Sur toute la planète, même lorsque, comme au Canada, aux États-Unis, où les professionnels de santé sont très bien payés. Et ça ne recrute pas davantage. On ne recrute plus. Donc c'est un phénomène très grave. Alors moi je me souviens avoir discuté de ces points-là avec un ancien ministre de la Santé, et il me disait, nous les ministres de la Santé, on a tout compris au niveau de la prévention. Mais par contre Bercy nous dit, quel retour sur investissement ? Or j'ai envie de vous interroger sur ce point, et Nicolas probablement, et Jean-Michel et vous tous, en fait, c'est pas vrai qu'on doit attendre 10 ans pour avoir un retour sur investissement quand on met de l'argent sur la table pour la prévention. Et sur l'audition, par exemple, sur la restauration, on dit restauration, de l'audition, est-ce que les effets en termes de bien-être, je dis l'audition, mais peut-être d'autres facteurs, on pourrait dire aussi au niveau du soutien psychologique, est-ce que les retours sont relativement rapides ? Est-ce que vous avez... je dirais, des arguments médico-économiques aujourd'hui à opposer à ceux qui vous diront c'est investir à fond perdu, en tout cas pas à l'échelle du temps politique. Non, mais ça, je crois que les pouvoirs publics l'ont compris, puisque le 100% santé a été fait, et les choses sont claires en France maintenant. Oui, bon, il y a eu aussi les psychologues pris en charge, c'est vrai. Oui, voilà, donc beaucoup de choses sont faites quand même. Mais c'est vrai que, comme l'a dit Olivier Guérin, le modèle économique, il est basé aussi au niveau de la santé sur la réalisation d'actes. Et c'est comme ça qu'on se fait payer. C'est sur des hospitalisations, il faut aller vite, il faut faire des rentrées, il faut faire des sorties, etc. Le problème, c'est qu'on a besoin de soignants qui prennent le temps,
qui prennent le temps d'aller chercher un peu plus loin que faire un acte. Et prendre du temps avec un patient, c'est pas coté, c'est pas assez rentable. Et on a besoin de ça parce qu'effectivement, on va avoir des années difficiles et avant que la prévention soit efficace pour ne plus avoir de malades, on va en avoir pendant un moment des malades. Et heureusement qu'on a encore des gens investis au plus près des patients, dans les structures comme la vôtre, qui permettent de s'occuper des gens, même si ce n'est pas facile tous les jours. Il y a quand même des équipes qui sont en souffrance aussi. On peut parler de la santé mentale des travailleurs dans ces structures-là, parce qu'avec l'éthique professionnelle et avec le temps passé, on arrive quand même à s'occuper des patients. Mais le système est en danger, on est d'accord. Ils ne peuvent pas être dans la précipitation, c'est vrai. On peut presque parler de héros aujourd'hui, de ceux qui sont encore là et qui continuent en dépit de ce climat. Vous concevez, il faut du temps, et notamment auprès de ces populations. C'est ce que vous réclame, j'imagine. Oui, alors moi je vais rejoindre Dr Guevara. Oui, il faut du temps. Sauf qu'on est dans des modèles économiques aujourd'hui où on a fait primer les actes. Ça s'appelle la T2A. Et malheureusement, on en paye de manière très, très acide les conséquences. Donc, oui, bien sûr qu'il faut accompagner, il faut du temps. C'est ce que je disais, encore une fois. On est un acteur de dépistage majeur, je pense. Donc, malheureusement, on peut le faire que si on prend le temps d'écouter, de repérer, d'envoyer en consultation, d'envoyer en HDJ pour faire tous les bilans mémoire, notamment. Voilà. Pourquoi ne pas proposer, alors là je demande, un dépistage systématique de ces troubles sensoriels ou un bilan psychologique, je rajoute, troubles sensoriels, psychologiques, à des âges clés, 50, alors je ne sais pas où on mettrait le curseur, mais à des âges clés, 50, 60, 70 ans. Est-ce que ça, c'est complexe à mettre en place? Est-ce que c'est envisageable? Vu ce que vous présentez depuis tout à l'heure, on a envie de militer, de descendre dans la rue et de dire instaurer ça, quoi. En plus, on a un outil maintenant. Ce sont les fameuses consultations de prévention qui sont encore mal définies sur leur contenu. Les corps professionnels, globalement, se battent pour que ça ne soit pas justement vu comme un énième acte, mais vraiment comme une vision pluriprofessionnelle. D'ailleurs, les autres, pour l'instant, c'est un acte médical qui est prévu, qui est déjà tarifé, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Donc, dans le PLFSS. Mais on ne sait pas ce qu'il faut mettre dedans, et ça concerne le médecin généraliste. C'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Pourquoi ? Parce que ces consultations de prévention doivent être des temps pluriprofessionnels. Le médecin généraliste, il a besoin du psychologue, de la diététicienne, du kiné, de l'orthophoniste, de l'enseignant en activité physique adaptée, selon les âges, pour avoir une vraie vision d'une grande consultation de prévention qui puisse déboucher sur un programme un plan d'action de prévention derrière. Sinon, ça ne marchera pas. Mais vous avez déjà un socle. Il y a déjà un socle, ces consultations existent, c'est peut-être le moment d'essayer de les implémenter. Et... bien sûr. D'ailleurs, la ministre Agnès Firmin-Le Bodo a demandé une mission, puisque je fais partie de ce démissionné sur Vieillir en santé, qu'on rendra en mars, et qui a pour but aussi de définir un peu mieux, notamment les 2 dernières consultations. Vous savez qu'il y en a eu 3 prévues initialement, on va dire en gros 25, 45, 65. Il y en aura une 4e, vers 75. Et donc, les 2 dernières sont du champ du bien vieillir. D'accord. Oui, bien sûr, Anne-Julie. Oui, je voulais juste rajouter quelque chose sur le versant émotionnel. Il est vrai qu'on parle souvent de psychologie, mais on arrive beaucoup trop tard au moment où la pathologie est déjà installée, et ça, c'est un vrai problème. Donc, d'accord avec toi pour les consultations pluridisciplinaires, pluriprofessionnelles. Par contre, il y a aussi quelque chose qu'on oublie assez souvent, et pourtant c'est fondamental, je pense que tout le monde sera d'accord avec moi, c'est les événements marquants que les personnes ont pu avoir dans leur vie, et même les médecins généralistes dont on parlait tout à l'heure n'ont pas le réflexe en fait de poser ces questions. Et je pense que c'est vraiment un axe prioritaire qui, dès le moment de la retraite, voire même avant, de travailler un petit peu sur les traces émotionnelles des événements de vie marquants. Parce qu'il y a des événements marquants qui peuvent précipiter. Exactement. Vous voulez dire à quoi? Citez-nous quelques exemples. On en parle trop peu, mais je pense aux troubles de stress post-traumatique, par exemple.
simplement d'avoir vécu des choses très difficiles dans sa vie, très marquantes sur le plan émotionnel, qu'on soit soignant, qu'on soit une personne lambda, peu importe. Parfois, il y a des choses qu'on met un petit peu de côté au niveau de notre mémoire émotionnelle et qui peuvent ressortir à un âge plus avancé de la vie, à un autre moment. Et si on prévenait, si on posait les bonnes questions, si on utilisait les bons outils de dépistage, peut-être qu'on éviterait aussi oui, c'est intéressant. Vous dites problématiques. aussi, c'est vrai, on parle souvent parfois de l'impuissance des psychologues à traiter, mais peut-être parce que les troubles sont déjà C'est trop tard. trop avancés, comme dans d'autres, quand les autres champs qui ont été évoqués. Oui, Jean-Michel. Pour rebondir sur ce que vous dites, c'est effectivement le cas des patients acouphéniques qui, Ah oui. où, lors de l'anamnèse, quand on a un patient qui arrive et qui a des acouphènes, sans forcément associer une perte massive, notamment une perte auditive massive, et les questions n'ont jamais été posées sur, effectivement, y a-t-il eu des troubles émotionnels? Alors évidemment, moi en tant qu'audioprothésiste, je ne me permettrai jamais d'utiliser ces termes, mais en tout cas, avec des termes beaucoup plus basiques et plus popularisés, on arrive quand même à identifier des moments de vie difficiles et qui elles vont, pour nous, caractériser un peu l'ancienneté de la souffrance. Donc voilà. Oui, tout à fait, il y a une composante psychique et émotionnelle au trouble en fait. On peut avoir un déficit sensoriel, on peut avoir un dysfonctionnement sensoriel, mais tout le monde ne va pas le vivre de la même façon. Oui. Et ça, on le voit parfaitement dans les acouphènes, mais aussi dans la douleur chronique. Et des gens vont finalement arriver à bien le vivre, entre guillemets, si je puis dire, et puis d'autres, ça va être une catastrophe. D'accord. Et donc là aussi, tout le monde n'est pas égal, on va dire. Bien sûr. L'état psychique dans lequel on se trouve Exactement. au moment où ils interviennent, aussi, ces Bien troubles sûr. va faire un vécu différent. Et c'est pour ça qu'on a besoin de médecine aussi, qu'on appelle les médecines non conventionnelles, de médecine Bien sûr. alternative, pour aider, je pense à la sophrologie notamment, ou à d'autres thérapeutiques, dans les structures un petit peu comme Oui. la vôtre. On peut mettre en place aussi de la musicothérapie, Musicothérapie. de David, l'aromathérapie oui, c'est pour encadrer des soins, pour faciliter certaines parties difficiles du séjour, à fait. effectivement. Vous avez tout dit. Mais effectivement, c'est tout à fait ça. Tout dit, Olivier mais Guillaume. prudence. Attention. Pourquoi prudence? Parce que Oui. on est, nous, les CNP en général, mais on est très prudent sur on va dire, les niveaux de preuve nécessaires quand même, sur ce qu'on appelle le champ des interventions non Oui, médicamenteuses. Mais Parce que il faut que nos concitoyens sachent qu'il y a quand même, aller voir le chaman du coin, Ou ça aide l'aromathérapeute. rarement à rétablir son état de santé. Donc, je suis le premier partisan, en gériatrie, vous imaginez, des interventions non médicamenteuses. Pitié, pas de médicaments, par exemple dans les troubles du comportement liés à la maladie d'Alzheimer, mais des interventions non médicamenteuses. Mais encadrées par les professionnels qui savent bien faire, c'est le rôle des psychologues cliniciens, en premier lieu, c'est la profession qui sont les spécialistes. Voilà. Qu'après, il y a des techniques issues de la relaxation, comme sont les sophrologues. Mais attention, notamment au niveau de formation. En fait, je dois vous dire, je suis sidéré de voir que Pôle emploi paye des formations de reconversion en 3 semaines à la sophrologie, ou à l'hypnose. C'est vrai. À l'hypnose, vous imaginez l'hypnose? Quand Anne-Julie parle des événements marquants dans une vie, Bien sûr. du psychotraumatisme, qui est maintenant, on a des niveaux de preuve, de recherche véritable, pour montrer que c'est à la base d'une très grande partie de la psychopathologie de l'humanité. C'est tous ces psychotraumas qu'on a vécus dans notre Bien vie. sûr. Mais quand vous dégoupillez par un hypnothérapeute qui était marchand d'œufs la veille au marché du psychotraumatisme comme ça, comment il va gérer le dégoupillage, comme on La dit? décompensation. Oui, c'est très Voilà, bien. donc C'est un message attention. dans le message, Oui. mais attention, C'est en disant à ça, fond, allons-y à fond, mais n'allons mais pas sur tout. structuré et avec des vrais professionnels. Oui, mais on Bien dit. sûr, bien Mais- évidemment. Oui, Nicolas. Oui, mais c'est évident, Non, ce c'est que dit évident. le professeur Guérin, mais c'est vrai que C'est évident, mais il Mais reste il faut une le dire. grosse partie de la Bien, population. Totalement. Aujourd'hui, On vous voit fleurir évoquez. beaucoup de plaques sur les ouais, murs. ouais. Et puis Ouais. Olivier Ouais. le rappelait, les médecins, les soignants commencent à manquer. Et Complètement. cette population de thérapeutes, entre guillemets, s'engouffre dans la faille qui est largement ouverte par ces carences. Et Donc, il y a la même chose au niveau de l'audioprothèse, malheureusement. Exactement. C'est-à-dire que les C'est-à-dire écoles d'audioprothèse françaises n'ont pas formé assez d'audioprothésistes et beaucoup de jeunes. D'ailleurs, on a là aussi ça en médecine et dans d'autres filières paramédicales, mais en audioprothèse, c'est assez criant puisque c'est assez facile d'obtenir son diplôme d'audioprothésiste avec des formations au rabais dans des pays extra-européens. Et vous dites pas c'est mieux que rien? Excusez-moi.
à ce stade. Alors, je pense que nos politiques disent c'est mieux que rien. Ouais. Mais le rien, c'est un manque d'anticipation. Donc pour nous, c'est très délétère. Parce que, ça va être à très court terme une atteinte sur la qualité du soin, parce qu'il faut en parler aussi. Donc là, parce qu'on parle de l'aspect quantitatif avec cette explosion démographique, mais c'est surtout la baisse, comme le disait Olivier Desguérins, de la qualité du soin, de l'éloignement entre le soignant et le soin, avec ce type de diplômes qui sont des diplômes au rabais, que vous payez, tout simplement, et qui ont une égide européenne, donc ils sont absolument intouchables et inatteignables, fait qu'on va avoir de fausses prises en charge. Oh là là. Ils sont pas tous comme ça, les diplômes européens, Heureusement par contre. on avait Non. commencé Non, ils sont sur pas un tous comme tableau ça. illustration. On va généraliser sur les diplômes européens. Il y a beaucoup de Je diplômes parle du européens de Oui, qualité. bien sûr. C'est certaines Bien écoles sûr. qui profitent du système. Absolument. Bien sûr. Je parle dans mon secteur d'activité, Ouais. parce qu'il y a un seul diplôme européen. C'est vrai dans que mon vous secteur alertez depuis quelque temps, je dois dire, et ça a l'air un peu Oui, sérieux. même les pouvoirs publics alertent. On approche vraiment de la fin, c'est parti, c'est allé trop vite. Je ne sais pas, Nicolas, si vous avez répondu, ou peut-être j'ai pas entendu à cette question. Est-ce qu'on a des preuves que la correction, puisque vous avez parlé des liens avec la démence, est-ce qu'on a la preuve que la correction des déficiences auditives peut prévenir la démence, ou on est dans des supputations ? Et bien jusqu'à présent, on était dans des supputations. On avait quand même quelques articles scientifiques et d'études, mais qui n'étaient pas de haut niveau de preuve, comme on dit chez nous, qui laissaient entendre que l'appareil pouvait limiter le risque de démence. Et là, on était en attente d'un essai qui vient de se terminer, un essai avec un très haut niveau de preuve qui vient d'être publié et qui montre, a priori, que l'appareillage auditif limite le risque de démence de 48% dans une population à risque. Donc dans une population qui était déjà à risque de démence, notamment avec des facteurs de risque cardiovasculaires et autres. D'accord, si on cible ce type de population, on peut faire vraiment du dépistage. Exactement, c'est pour ça qu'on parlait de intéressant. dépistage, ça serait important aussi pour pas le dépistage, s'il peut être ciblé, c'est d'autant plus intéressant parce qu'on ne pourra peut-être pas dépister non plus tout le monde. Alors comme c'est passé très vite, je voudrais quand même, avant de clore cette émission, vous dire si vous avez un mot à dire que vous auriez aimé, et je ne vous ai pas laissé le temps de vous exprimer, est-ce que vous avez un mot peut-être chacun à dire en guise de conclusion ? Jean-Michel, Olivier. Nous, les Azuréens sont des gens heureux, puisque nous lançons à Pourquoi ? partir de Parce qu'on 2024 une très On vit grande sur la cohorte. Côte d'Azur, c'est pour ça. Et puis, ils auront une très grande cohorte qui s'appelle Bien vieillir ensemble, qui démarre en 2024, où justement, il y a, pour 30 000 sujets azuréens qui seront volontaires pour participer, cette approche préventive, après 55 ans, intégrative, avec des actions de prévention, pour qu'on comprenne mieux, parce que comme on l'a tous dit ici, il nous manque de la science. Comme vous l'avez dit aussi, il nous manque de la preuve médico-économique aussi, de l'impact. C'est ça. Et ça se passera ici. Alors pourquoi ici et pas ailleurs en France ? Parce que la démographie des Alpes-Maritimes a 10 ans d'avance sur la démographie de la France, et donc et les pouvoirs publics et des partenaires privés nous font confiance. Et puis parce que aussi j'ai la faiblesse de penser qu'on a le savoir-faire et les bonnes équipes pour le faire, nous font confiance pour justement qu'on puisse faire ces preuves très holistiques, bio-clinico, psycho, socio-environnementales, d'approche de la prévention du bien vieillir. Et vous avez parlé, excusez-moi, ça m'a fait tilt 55 ans. À partir de 55 attaque ans. Très tôt, et ça c'est, Oui. je crois que pour tous, Anne-Julie l'a souligné tout à l'heure, très important de se placer très, très en amont. Et vous êtes tous d'accord sur ce point en tout cas. Si vous devez aujourd'hui inciter du repérage précoce, de la restauration, que ce soit psychologique ou sur les sens en général le plus tôt possible, on a tout à gagner là. Tout à fait. Avec une bonne preuve médico-économique, on a tout à gagner. Et tout à construire. Et tout à construire. C'est une très belle phrase. Nous arrivons au terme de cette émission. Alors, je vous remercie vraiment très vivement pour cet échange. Presque frustrant de ne pas avoir disposé de plus de temps, mais on va se retrouver. Et je vous rappelle que vous pourrez voir donc cette émission sur les sites internet de Nice Matin, nos pages Facebook et la chaîne YouTube du groupe. Merci de nous avoir suivis et merci à Sophie Donzé et Philippe Bertini à la réalisation de cette émission. Je vous dis à très bientôt tous. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir à tous. Merci. Merci. Bonne soirée. Merci.